J'ai entendu le cliquetis du lustre avant même d'entendre sa voix, ce léger tintement cristallin au-dessus de la table juste au moment où ma mère s'est penchée pour murmurer « Nous ne t'invitons que par pitié, alors ne t'éternise pas ». Les fourchettes se sont immobilisées. Ma sœur, Chloé, a eu un petit sourire en coin. Mon frère, Maxime, a continué de faire tourner son whisky dans son verre comme si ces mots s'adressaient à quelqu'un d'autre. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais ma main est restée ferme alors que je levais mon verre. J'ai souri, pris une petite gorgée et je me suis levée. Personne ne m'a retenu. Personne n'a même levé les yeux. Mais 2 semaines plus tard, chacun d'entre eux le ferait. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà entendu des mots comme cela. Si c'est votre cas, suivez-moi pour le reste, car l'histoire ne s'est pas terminée comme il s'y attendait. Bonjour, je suis Lila dans l'histoire ci-dessus. Quand j'étais gamine, le chalet au bord du lac d'Annecy était le seul endroit où je me sentais solide, pas transparente. Mon grand-père m'emmenait sur le ponton avant le lever du soleil, le lac, une immense nappe argentée, attendait que le jour commence. Il plaçait une canne à pêche entre mes mains, stable et chaleureuse, tandis que l'air sentait le sapin humide et la rosée. Le soir, nous nous asseyions près de la cheminée, mes doigts collants de guimauve grillé, le vieux coffre en cèdre à côté de nous, contenant l'acte de propriété qu'il appelait toujours le nôtre. Un jour, il m'a dit, « Ce sera à toi de protéger cet endroit. » Je me suis accrochée à ces mots comme à une promesse. Mais après sa mort, le chalet est devenu tout autre chose. Mes parents l'ont discrètement intégré dans ce qu'ils appelaient la « résidence familiale », même si le titre de propriété est resté à mon nom. Les voyages d'été étaient organisés dans des groupes WhatsApp qui ne m'incluaient jamais jusqu'à ce que tout soit finalisé. Des photos de ces week-ends ont commencé à apparaître dans des cadres partout dans la maison, Maxime sur le ponton, faisant semblant d'avoir attrapé le plus gros poisson, Chloé enroulée dans un plaid en cachemire sur la terrasse. Mes parents souriaient comme s'ils avaient bâti tout ça de leurs propres mains. Je n'étais sur aucune photo. J'ai appris très tôt que l'attention dans ma famille ne se partageait pas, elle s'assignait. Maxime était l'exemple brillant, le fils prodigue. Chloé était celle que tout le monde adorait. Et moi, j'étais l'utilitaire, la paire de mains supplémentaires. Quand j'ai eu les félicitations du jury au bac, personne n'est venu à la remise des diplômes. Quand j'ai cumulé 2 jobs, serveuse et vendeuse, pour payer mes frais d'inscription à la fac, ma mère m'utilisait comme un exemple à ne pas suivre, fait de meilleurs choix que Lila. Ce n'était jamais bruyant, jamais cruel, juste une assignation lente et régulière de mon rôle. Le soir où ils ont oublié de mettre un couvert pour moi au dîner. L'anniversaire où seul mon grand-père s'en est souvenu. Le jour où un professeur a appelé pour dire que j'avais obtenu une bourse au mérite et que mes parents ont répondu, nous ne savions même pas qu'elle avait postulé. Il y a eu un été où j'ai essayé de parler. Ils organisaient encore un week-end au chalet et j'ai dit doucement, j'aimerais venir aussi. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son agenda. Toutes les chambres sont prises, a-t-elle dit. Peut-être l'année prochaine. Maxime a ricané. Chloé a continué de scroller sur son téléphone. Je suis restée là, tenant un sac de courses rempli de snacks. Il m'avait demandé d'aller acheter la lampe anti-moustique dont quelqu'un avait dit qu'on avait besoin. Personne n'a remarqué quand j'ai posé le sac et que je suis sortie. Avec le recul, je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris le silence qu'ils attendaient de moi, et j'ai appris à survivre à l'intérieur. 2 soirs après cette fameuse réception, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine pendant que je rinçais une tasse. L'écran clignotait avec les notifications du groupe familial, photos, projets, long fil de messages que je n'avais pas ouverts depuis des mois. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai regardé l'aperçu. Ils organisaient le voyage annuel d'été au chalet. Maxime avait envoyé une photo d'un nouveau barbecue à gaz haut de gamme qu'il voulait apporter. Chloé suggérait des marinières assorties pour les photos sur la terrasse. Ma mère tapait des paragraphes entiers sur les chambres d'amis, les courses au marché et le plan de table. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois, pas comme invité, pas même en note de bas de page. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont j'avais été rayée du casting, mais laissée au générique pour des raisons légales. J'ai tapé sur l'écran, faisant défiler silencieusement. Toutes les chambres sont prises. Lila ne vient pas vraiment de toute façon. On utilisera sa clé si elle oublie de la déposer.
Sa clé. Comme si elle possédait l'endroit. Comme si ce n'était pas le cas. Une petite icône d'enveloppe est apparue en haut de l'écran. Un autre email de la banque, le genre que j'ignorais d'habitude. Je l'ai ouvert par instinct. C'était un rappel concernant un compte joint auquel je ne me souvenais pas avoir consenti. Mon nom apparaissait juste à côté de celui de ma mère, surligné en gras. En bas, il y avait une note concernant le prélèvement automatique de la taxe foncière liée à mon profil. Des paiements pour le chalet. Des paiements que je n'avais pas autorisés. J'ai fixé l'écran, la cuisine soudain trop silencieuse. Le frigo bourdonnait. Une voiture passait dans la rue en bas. Mon souffle s'est fait lourd dans ma poitrine, comme si l'air s'était épaissi. Je n'étais pas juste négligé. Je n'étais pas juste l'invité en trop. J'étais un nom qu'ils utilisaient quand la paperasse exigeait un responsable. J'ai posé le téléphone face contre table. La vibration des nouveaux messages bourdonnait contre le bois, cliquetant légèrement comme quelque chose essayant de ramper pour attirer mon attention. Je ne l'ai pas repris. Au lieu de cela, je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, j'ai ramené mes genoux contre moi et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller contre la vitre. Les torchons pendaient de travers sur le comptoir. Une pile de courriers s'appuyait contre la corbeille de fruits. Tout semblait immobile, en pause, en attente. J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, j'ai senti quelque chose se poser. Pas de la colère, pas même de la blessure, juste de la clarté. J'ai souri, un sourire petit, calme, presque invisible. Le genre de sourire que personne dans ce groupe de discussion ne remarquerait jamais. Mais il le ferait bientôt. Le lendemain matin, après la discussion de groupe, je me suis réveillée avant mon réveil. L'appartement était sombre, baigné de cette lumière grise parisienne qui rend tout plus doux, plus calme. J'ai attaché mes cheveux avec l'élastique que je gardais au poignet, j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et j'ai lancé la cafetière. Son goutte à goutte lent remplissait le silence comme un métronome. Je me suis assise à la petite table en bois, la surface marquée par de vieux ronds de café et des égratignures après des années de travail. J'ai ouvert mon carnet, le même que j'utilisais pour mes clients en freelance, et j'ai tourné une page vierge. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude, mais les mots sont venus facilement. Vendre le chalet. Clôturer les comptes joints. Appeler le notaire pour la succession. 3 lignes, nettes, simples, stables. Un plan construit à partir du silence. J'ai pris une gorgée de café, puis j'ai ouvert le classeur métallique. Il a grincé comme il le faisait toujours, le son raclant la pièce. À l'intérieur se trouvaient des années de documents, de vieux relevés bancaires, des avis d'imposition, des factures d'électricité, des choses que la plupart des gens auraient jetées. Je gardais tout. Ce n'était pas par sentimentalisme. C'était pour la survie. Vers le fond, enveloppé dans une vieille pochette, j'ai trouvé l'acte de propriété du chalet. Le papier était légèrement jauni, sentant encore faiblement le cèdre du coffre de mon grand-père. Je l'ai placé soigneusement sur la table, lissant les bords avec ma paume. À 7h14, j'ai appelé Marc. Il a répondu d'une voix fatiguée, s'éclaircissant la gorge. « Lila, tout va bien ? Je dois vendre le chalet, ai-je dit. Sans hésitation, calmement, efficacement. Il y a eu une pause assez longue pour que je puisse l'imaginer se redresser, se réveillant complètement. Celui du lac d'Annecy, de tes grands-parents ? Oui. Je pensais que tes parents l'utilisaient. Ils l'utilisent, ai-je dit, mais ils ne le possèdent pas. Une autre pause. Un changement. Le genre de moment où quelqu'un réalise que le sol sous ses pieds n'est pas ce qu'il supposait. D'accord, dit-il lentement. Envoie-moi tout ce que tu as. Je vais rédiger le mandat et préparer les papiers. Nous avons raccroché. J'ai scanné l'acte page par page, le doux bourdonnement du scanner remplissant la cuisine. J'ai envoyé les fichiers à Marc avec un court message, puis je suis passé au point suivant de ma liste, les comptes joints. Je me suis connecté au portail de la banque. La lumière bleu-blanc de l'écran de l'ordinateur portable éclairait mon visage. Mon nom apparaissait à des endroits auxquels je ne m'attendais pas qu'au signataire sur un vieux compte chèque, titulaire secondaire sur une ligne de crédit, rattaché aux prélèvements automatiques pour la taxe foncière du chalet. J'ai cliqué sur chacun d'eux,
lisant les petits caractères, les dates, les signatures. Certains remontaient à des années. Clôturer le compte. Retirer le nom. Désactiver le prélèvement automatique. Chaque action faisait un petit clic, comme des dominos lointains qui tombaient. Je prenais des notes au fur et à mesure, marquant les confirmations avec de petites coches dans le carnet. À un moment donné, mon téléphone a vibré avec un SMS de Chloé. Maman planifie le voyage. Tu viens ou pas? J'ai laissé le message s'effacer de l'écran sans l'ouvrir. À midi, j'avais clôturé 4 comptes, me suis retiré de 3 autres et avais annulé tous les paiements automatiques liés à mon nom. Le silence dans l'appartement semblait différent maintenant. Pas vide, mais intentionnel, contrôlé. Ensuite, j'ai rédigé un email à Maître Garnier, le notaire de mes parents. Je suis restée brève, formelle. Bonjour maître. Je souhaite examiner tous les documents relatifs au patrimoine familial et m'assurer que mes droits sont correctement représentés. Merci de m'informer de vos disponibilités. Cordialement, Lila. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. Une autre vibration de mon téléphone. Cette fois, une alerte de messagerie vocale. Probablement ma mère, bien qu'elle ne m'ait pas appelé directement depuis des semaines. Je ne l'ai pas écoutée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai nettoyé la table, empilant les papiers en une seule pile organisée. Je les ai glissés dans une chemise et les placés sur le comptoir. L'appartement semblait plus net, comme si les contours des choses étaient devenus plus précis. Le plan n'était pas émotionnel. Il n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de l'être. C'était une procédure. Exacte. Indubitablement la mienne. Vers 15 heures, Marc a envoyé un SMS, j'ai reçu l'acte. Tout est en ordre. Je lance la mise en vente discrètement. Je t'envoie des nouvelles dès qu'on a des offres. J'ai répondu par un simple merci. Alors que l'après-midi se fondait dans le début de soirée, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de café frais. La ville bougeait en dessous de moi, voiture, voix, vent poussant contre la vitre. Je regardais tout cela avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils avaient passé tellement de temps à me traiter comme un nom qu'ils pouvaient utiliser, un espace qu'ils pouvaient remplir, une signature qu'ils pouvaient emprunter. J'avais joué le jeu. J'étais restée silencieuse. Mais cette fois, le silence m'appartenait. J'ai fermé mon carnet, posé mon stylo dessus et pris une inspiration lente et régulière. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. 2 semaines ont passé avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Assez longtemps pour que le silence s'installe dans mon appartement comme une seconde couche de peinture. Je travaillais, cuisinais des repas simples, répondais aux emails et regardais la ville bouger par ma fenêtre. Rien de dramatique, juste le temps qui passe comme il le fait toujours, tranquillement, jusqu'à ce que quelque chose rompe. La première fissure est apparue tôt un matin. Je pliais du linge quand mon téléphone a vibré avec un message de Marc. Offre reçue. Acheteur content, signature rapide. Les fonds seront virés directement sur ton compte. J'ai lu les mots 2 fois, non pas par incrédulité, mais parce qu'ils semblaient étrangement lointains, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai répondu un seul mot, approuvé, et j'ai posé le téléphone. À midi, le chalet était parti. Je n'avais prévenu personne, mais ils l'ont découvert quand même. Ce soir-là, Chloé a envoyé une série de messages sur le groupe familial. Ils arrivaient vite, comme si elle tapait en faisant les 100 pas. Est-ce que quelqu'un a changé le code de l'alarme au chalet? Maman panique. Papa dit qu'il y a un panneau vendu qui n'était pas là la semaine dernière. Lila, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas ouvert la conversation. J'ai juste regardé les aperçus s'empiler sur mon écran verrouillé, chacun plus frénétique que le précédent. 1 heure plus tard, ma mère a appelé 3 fois. Puis elle est passée à la messagerie vocale. Lila, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi immédiatement. Puis un autre, tu n'avais aucun droit. Ce n'est pas juste ta décision. Appelle-moi maintenant. Et une autre voix qui craquait, Lila, s'il te plaît, tu me fais peur. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela,
je me suis assise à la table de la cuisine en sirotant un café tiède, regardant le compteur de la messagerie vocale grimper comme un minuteur. Pour la première fois, leur panique n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient cacher derrière des mots polis ou des tons contrôlés. C'était brut, inégal, honnête. Puis sont arrivés les relevés bancaires. Ma mère a envoyé une photo par SMS, floue, inclinée, mais je pouvais quand même distinguer les notifications rouges. Compte joint clôturé. Ligne de crédit suspendue. Échec du prélèvement taxe foncière. Signature secondaire retirée. Elle n'a pas envoyé de message avec la photo. Elle n'en avait pas besoin. L'image disait tout. En quelques minutes, Maxime a appelé. Puis encore, et encore. J'ai laissé chaque sonnerie s'éteindre dans la pièce comme une alarme lointaine. Finalement, il a envoyé un seul message. C'est quoi ce bordel? J'ai mis le téléphone face contre table, la vibration cliquetant légèrement contre le bois. L'appartement semblait plus petit, plus serré, comme si l'air s'était épaissi. La ville dehors semblait en sourdine, comme si elle attendait de voir ce que je ferais ensuite. Puis est venu le moment que j'attendais. Un bruit sourd devant ma porte. Une pause, puis l'interphone. J'ai appuyé. C'est papa. Ouvre. Sa voix n'avait rien de l'autorité avec laquelle j'avais grandi. Elle semblait étrange, quelque part entre la colère et l'incertitude. Je lui ai ouvert et j'ai reculé, m'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. La porte s'est ouverte brutalement, heurtant la butée avec un clic sec. Mon père se tenait là, le souffle lourd, le visage rouge. Il a regardé autour de l'appartement, assimilant lentement les meubles dépareillés, la petite cuisine, les papiers empilés proprement sur la table. « C'est vrai ?» a-t-il demandé. « Tu as vendu le chalet ?» J'ai gardé une voix égale. « Oui. »« Tu as fermé les comptes, retiré ton nom de tout ?» ?»« Oui. » Sa mâchoire s'est serrée. « Est-ce que tu comprends ce que tu as fait ?» J'ai hoché la tête une fois, complètement. Il a expiré longuement, un souffle tremblant comme quelqu'un réalisant qu'une porte a été fermée de l'autre côté. « Très bien, dit-il doucement. Tu as prouvé ton point. » Je me suis redressée. « Non, je n'ai rien prouvé. »« Pas encore. » Il m'a regardé, m'a vraiment regardé. Et à ce moment-là, l'équilibre a basculé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste une inclinaison calme et indéniable. Une petite enveloppe reposait sur le comptoir à côté de moi. La lettre de Marc. Je l'ai glissée vers lui. Une lettre d'avocat est en route, ai-je dit. Tu devrais la lire. Son expression ne s'est pas brisée, mais quelque chose dans sa posture s'est affaissé comme une structure perdant une poutre de soutien. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas crié. Il s'est juste tourné, a ouvert la porte et est sorti. Et pour la première fois depuis des années, le silence qu'il a laissé derrière lui semblait être le mien. Le matin après le départ de mon père, l'appartement semblait inhabituellement lumineux. La lumière du soleil se glissait à travers les fins rideaux en lignes obliques et calmes, atterrissant sur la table où le dernier tas de paperasse reposait encore. La pièce était immobile, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur et du léger goutte à goutte de la cafetière terminant son cycle. Je bougeais lentement, presque avec précaution, comme si l'air avait un nouveau poids. J'ai versé du café dans ma tasse ébréchée, l'ai entourée de mes deux mains et me suis tenue près de la fenêtre. La ville bougeait en bas, les voitures s'insérant dans le trafic, les gens traversant les rues. Un chien tirant son maître vers le parc. Des choses ordinaires, des choses stables, des choses qui n'avaient pas besoin de ma permission ou de ma présence. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un aperçu de message est apparu. Maman veut s'excuser. On peut parler? Un autre, on ne savait pas que les choses allaient si mal. S'il te plaît, réponds. Je n'ai pas touché au téléphone. J'ai laissé l'écran s'éteindre de lui-même, l'appartement retournant à sa douce tranquillité. Je me suis assise à la table, traçant le bord de ma tasse avec un doigt. Le dossier de documents était fermé maintenant, l'acte du chalet n'était plus le mien. Les comptes détachés de mon nom, la lettre juridique circulant déjà dans le système. Ces choses n'étaient plus des symboles. C'étaient des décisions terminées.
Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas suspendu entre l'obligation et le ressentiment. Je me sentais ancré, comme quelqu'un debout sur son propre perron après une tempête, entendant le monde respirer à nouveau. Une lueur de souvenir est revenue, le chalet au crépuscule, le lac devenant cuivré alors que le soleil tombait derrière les sapins. La voix de mon grand-père, basse et stable, me disant de protéger ce qui était à moi. J'avais essayé d'honorer cela pendant des années. Au final, protéger ne signifiait pas s'y accrocher. Cela signifiait libérer l'endroit où j'avais un jour appartenu, mais où je n'avais plus ma place. J'ai fermé les yeux un instant et inspiré lentement. L'air sentait le café, le vieux bois et la lumière du matin réchauffant le parquet. Quand j'ai rouvert les yeux, tout semblait clair. Pas plus léger, pas plus lourd, juste honnête. Le silence dans la pièce n'était pas celui qu'il m'avait imposé. C'était celui que j'avais choisi. Je ne les ai pas coupés de ma vie. J'ai juste arrêté de signer mon nom au bas de leur chaos. Certaines fins ne claquent pas brutalement. Elles se déposent comme la poussière après une longue respiration, comme une porte se fermant doucement d'elle-même. Et si vous avez déjà reconquis votre tranquillité, ne serait-ce qu'une fois, vous connaissez le son que cela fait. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas colérique. C'est le déclic doux d'une vie qui vous appartient enfin.